Mes chers collègues, je n'ai pas l'habitude de jouer Monsieur Météo, et encore moins quand c'est pour faire de la météo sociale. Mais là, pas besoin d'être expert ni d'être une grenouille, mais on voit bien que le vent est en train de se lever et que le vent est mauvais. Le Covid-19 a créé évidemment une crise sanitaire que nous avons tous dû affronter et subir. Mais cette crise sanitaire a un corollaire immédiat, c'est le bordereau que nous travaillons. Cette crise économique majeure, une véritable vague qui est en train d'emporter des pans entiers de l'industrie française, européenne, mondiale, et qu'il nous faut, à notre place et avec d'autres, essayer de trouver des solutions. Derrière cette crise économique vient une crise sociale là aussi, colossale, puissante. Nous en viendrons, j'en viendrai dans la fin de mon propos, mais Fanny Chappé, dans son propos introductif, a pointé déjà en Bretagne les conséquences de cette crise sociale. Mais ceux qui ont un peu de souvenirs, ceux qui ont un peu d'expérience politique, savent qu'après les crises économiques, après les crises sociales, bien souvent viennent les crises politiques qui se terminent par des crises institutionnelles. Quand les crises sont aussi puissantes, quand elles sont aussi difficiles à assumer, si rien n'est fait pour contrecarrer les conséquences de ces crises, à ce moment-là, c'est l'ensemble du système qui est balancé. Nous sommes entrés dans un monde particulier où l'infini petit, le virus, a réussi à emporter l'infiniment grand. C'était les certitudes du monde occidental. Cette certitude d'un monde d'avant, ouvert et sans entrave au marché, d'un monde aux ressources inépuisables, d'un monde où la richesse ruissellerait sur les plus pauvres. Il aura fallu donc moins de 3 mois pour que tous ces dogmes d'hier s'effondrent. Fini le pacte de stabilité et la chasse au déficit par principe que vient de nous définir notre collègue Pierre Karleskind. Fini les coupes budgétaires dans la santé. Fini la chasse aux fonctionnaires. Fini le consensus général autour de la métropolisation comme seul objectif d'aménagement du territoire. Tout donc n'aura peut-être pas été négatif dans cette période. Mais l'arrêt de l'économie mondiale ouvre aussi une période d'incertitude, d'opportunités ou de dangers incalculables. Nous savons que nous venons d'entrer dans la machine à laver, mais personne ne sait la fin du programme d'essorage. Dans cette tempête, nous avons tous ici une responsabilité. Fixer notre cap, dire clairement qui nous sommes, ce que nous voulons pour notre société, pour la Bretagne. Nous devons donner aux citoyens les moyens de comprendre nos débats et redonner de l'envie. Car notre démocratie est profondément malade. Même si les municipales ont marqué la victoire indiscutable, je dis bien indiscutable, en Bretagne d'une stratégie, celle de l'union. L'union entre toutes les forces de gauche, Rennes, Brest, Morlaix, Quimper, Auray, ou à contrario, Lorient. L'abstention est malgré tout colossale et a gâché le résultat. Elle marque la défiance envers nous tous, mais envers nous tous. Elle marque le peu de crédit que l'action publique a changé la vie des gens. C'est la conséquence de nos ambiguïtés, de nos clairs-obscurs, parfois même de nos inconséquences. Notre démocratie a besoin de retrouver des repères, des marqueurs, pour que l'on cesse de voter contre, mais que l'on retrouve l'envie de voter pour. Pour cela, il faut dire ce que nous voulons, avec qui, ne pas gouverner par les sondages et prendre des risques. Les compromis sont toujours possibles, voire souhaitables, mais ils s'établissent pour être durables après l'expression éclairée des positions de chacun et la lecture d'un rapport de force qui permet la durabilité de l'accord. Pour nous, la reconstruction de notre société passe par des changements profonds. Des questions lourdes comme la mise en place d'une société décarbonée et de justice sociale est en haut de la liste, et vous le trouvez dans ce bordereau. Comme la sortie du nucléaire civil ou le retour de la régulation des marchés agricoles, l'autonomie protéique, les échanges parcellaires ou les aides à l'installer actif, qui vont devenir et qui vont devoir redevenir des priorités collectives. Les questions d'aménagement du territoire, de répartition des fonctions et des emplois entre métropole et les autres territoires ne pourront pas simplement se réparer par des mesures cosmétiques. La place et l'accessibilité de l'université en Bretagne, la place et le développement d'administrations hors des capitales régionales, un plan durable et massif pour les villes moyennes seront à construire. Il est important de donner un cap, un espoir aux Bretons, car le pire n'est jamais sûr. Je dis cela car la vague des plans sociaux est immense. Tous les secteurs sont frappés. Il y a les licenciements dont personne ne parle, dans la culture, dans l'hôtellerie, chez les intérimaires. Il y a les salariés de la Halle aux chaussures, de NAFNAF. Il y a les plus emblématiques, comme Nokia, la SBFM, Hop, Technicolor à Rennes ou Armor Meca. Si nous ne voulons pas que notre société explose de colère, il faut changer de braquet. Il faut que chacun, chaque acteur, salarié, chef d'entreprise, actionnaire, État, collectivité, décide d'affronter ensemble cette vague. Sinon, nous serons tous emportés. Les jours heureux promis
seront l'annonce alors d'un moment de bien plus dur. Comme beaucoup d'entre vous, vous l'avez dit, remarqué, pointé, le Covid-19 a parfois bon dos. Il est parfois un excellent prétexte pour licencier, restructurer, faire passer des plans qui ont échoué dans le passé. C'est le cas de Hop. Le projet de fermeture du site de Morlaix n'est qu'une ressucée du plan de démantèlement à la virgule près de celui qui avait été proposé en 2013 puis en 2016 et que le gouvernement Ayrault avait refusé et repoussé. À chaque fois, c'est la même chose. Il est proposé de fermer le site de Morlaix pour ramener tous les salariés à Nantes. C'est un plan qui n'a ni valeur industrielle, ni valeur financière, ni prise en compte du bien-être des salariés. Le foncier est plus cher à Nantes qu'à Morlaix. Il faudra construire de nouveaux bureaux pour accueillir les salariés déplacés. Ce plan n'est en fait que la volonté farouche de dirigeants d'Air France de se séparer de Morlaix, et de longue date, car ils trouvent, et le directeur général adjoint l'a encore dit, que Morlaix c'est loin, sans jamais y être venu. Nous attendons toujours la visite de Ben Smith depuis sa nomination dans un établissement comme le siège de Hop à Morlaix. C'est à croire qu'il n'y a ni électricité ni eau à la pointe de Bretonne pour certains dirigeants parisiens. Notre contre-proposition que nous établissons, que nous travaillons avec la région et sous l'égide de l'OIG, avec l'ensemble des collectivités locales, elle est simple. Des bureaux disponibles à Morlaix, il y en a. Des capacités industrielles à Morlaix, il y en a, avec l'ensemble de l'écosystème mis en place. Des capacités d'embauche sont aussi ici majeures, puisque derrière, il y a le lycée Tristan Corbière, dans lequel la région a mis énormément d'argent pour le mettre à disposition, des formations pour répondre aux besoins du bassin d'emploi, donc de Hop. L'État est actionnaire d'Air France. Anne-Marie Hydrac, que vous connaissez tous, la Bretonne, la briochine, préside le conseil de surveillance afin de préserver les intérêts de l'État. L'État peut dire non. Il l'a déjà dit dans le passé et à 2 reprises. Il doit dire non à nouveau. Il va donc falloir continuer à se battre, comme pour Nokia, comme pour Technicolor, comme pour la SBFM, avec tous les acteurs volontaires. Les salariés, évidemment, les élus locaux, mais aussi les relais bretons à Paris. Nous sommes tous intéressés à la réussite de ces combats, car derrière, il n'y a pas la droite, la gauche, la République en marche ou le Rassemblement national. Il y a des emplois et des familles. Et je n'hésiterai pas à remercier publiquement tous ceux qui ont mouillé le maillot pour sauver des emplois dans notre région. La crise du Covid-19 a montré que la concentration des hommes, des emplois, du capital, dans les mêmes espaces, pouvait devenir un risque lourd pour nos sociétés. La question n'est pas de faire machine arrière et de renvoyer tout le monde au champ, mais de chercher à construire un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre doit prendre en compte des notions comme la résilience et la redondance des systèmes économiques, industriels et administratifs. Il faut redessiner notre organisation territoriale et pas simplement avec le seul prisme institutionnel. C'est de l'économie, de l'industrie, des hommes et des femmes, de nouvel avenir pour des territoires dont il est question. Pour ça, il faut de la collaboration avec l'État, avec les grands industriels français et bretons, un accord de planification pour dessiner la France et la Bretagne de demain. Et s'il faut attendre François Bayrou, très bien, attendons-le, mais attendons-le avec des résultats. Les pôles de compétitivité, les clusters, l'auto-organisation n'auront pas, hélas, produit les effets escomptés depuis le plan Villepin de 2005. L'objectif de ce plan, c'était de relancer une politique d'industrialisation qui permettrait de retrouver des usines et des emplois sur l'ensemble du territoire national. Manifestement, la main invisible du marché, ça ne fonctionne pas. Une fois n'est pas coutume, vous me permettrez en conclusion de terminer par une citation. Normalement, je ne le fais jamais. Elle vous le surprendra car je ferai la mienne 100% de cette citation au mot près, à la virgule près. Son auteur n'est pas l'un de mes préférés, loin de là, mais à situation exceptionnelle et fort exceptionnelle. J'ouvre les guillemets. Il faut maintenir des usines partout sur le territoire, virgule. Ne pas concentrer celles-ci dans les métropoles les mieux desservies, point. 29 juin 2020, Emmanuel Macron. Et oui, comme quoi tout est possible. S'il le dit, nous pouvons le faire ensemble.